On accueille aujourd'hui donc Sandrine Mansour, qui est venue juste à l'instant de Nantes. Merci d'avoir bravé la chaleur pour venir écouter un petit morceau de cette histoire, parce que vous vous doutez bien que faire 129 ans d'histoire en un peu moins d'une heure, c'est impossible. Mais par contre, il y a des traits qui sont permanents depuis le début de cette histoire palestinienne. Et que cette histoire, elle est le symbole de ce qui va se passer sur la planète, en fait. Ce qu'il se passe, elle est représentative, malheureusement, pour elle, de tout ce qui aurait pu ou pourra devenir ou advenir. En réalité, en fait, bien évidemment, depuis le génocide, en tout cas les médias, on réécrit, c'est toujours pareil, l'histoire à partir de 2023, alors qu'en réalité, elle prend sa source réellement en 1897, 1896, mais 1897, au moment où il y a eu le premier congrès sioniste à Bâle, et ça se poursuit en fait jusqu'à aujourd'hui. Tout d'abord, vous rappelez que le sionisme est un projet colonial européen. C'est quelque chose qui part d'Europe, c'est quelque chose qui concerne les Européens et qui, comme tout projet colonial européen, a voulu s'inscrire dans la mise en place des États-nations. Et cette question, elle est fondamentale parce que c'est une question qui n'est pas du tout à interroger aujourd'hui, la question de l'État-nation, parce que l'État-nation porte en lui les germes des inégalités, les germes du rejet, les germes des minorités, les germes des gens qu'on veut invisibiliser. Donc de la micro à la macro-histoire, et c'est ça qui est intéressant. Et la Palestine va être la représentation suprême de l'élimination d'une population telle que l'État-nation peut vouloir l'envisager dans un projet impérial, colonial. Et donc le mouvement sioniste va s'inscrire comme les États européens qui sont en train de se constituer en État-nation. Il va s'inscrire dans cette même dynamique, à savoir vouloir créer un État-nation avec l'idée que ce soit pour une population juive majoritairement. Et au départ, il n'est absolument pas en lien, c'est un mouvement laïque qui n'est pas du tout religieux. Il y a une infime partie de la population, enfin des membres du mouvement sioniste qui sont religieux. La majorité des juifs, sinon, en fait, sont opposés au sionisme parce qu'il est contraire, en fait, à l'idée de diaspora. Il est contraire à tout ce qui a toujours fait partie de la culture des différentes populations juives qui sont présentes un peu partout dans le monde et notamment en Europe. Mais le mouvement sioniste veut s'inscrire vraiment dans un projet État-nation colonial. Et donc, ils vont faire plusieurs études. Au départ, il n'y a pas du tout la Palestine qui est envisagée. Il y a l'Argentine, il y a l'Ouganda, il y a Madagascar, etc. Et ce n'est que dans un deuxième temps qu'ils vont aller vers la Palestine, puisqu'ils se rendent compte que les Juifs, en fait, européens, n'ont pas envie de partir, mais ont envie, au contraire, de se battre. En fait, la majorité sont dans le Bund, en fait, dans les partis de gauche, et veulent se battre pour, dans ces États-nations qui se créent, obtenir les mêmes droits que les autres membres de la population. Et puis, c'est donc dans un deuxième temps qu'il va y avoir l'utilisation. En fait, c'est la manipulation de la religion comme moyen d'arriver à ce projet européen, et je dis bien européen. Et donc, c'est à partir de là que l'idée d'aller reprendre dans les textes, dans l'Ancien Testament, de reprendre la question de Jérusalem avec la phrase qui se disait, mais qui, comme je vous le dis, pour la majorité des Juifs pratiquants, c'était dans le virtuel, c'était dans le spirituel l'an prochain à Jérusalem. Et donc, à partir de 1897, ils vont élaborer un programme qui est un programme d'ingénierie politique, un programme très bien pensé, avec au fur et à mesure la construction d'outils, de projets et de discours qui vont permettre de passer au fur et à mesure dans le temps, de passer et d'obtenir les soutiens nécessaires pour arriver jusqu'à aujourd'hui. Et c'est ce que j'ai appelé les 4D, la mise en place des 4D, c'est-à-dire d'abord
la dispersion de la population palestinienne, parce que dès le début, le mouvement sioniste est tout à fait conscient que la Palestine est très largement peuplée, que les Palestiniens sont très attachés à leurs terres. C'est une population à majorité agricole. 68-60%, c'est une population qui est à un carrefour de l'international, puisqu'il y a des ports, il y a une activité économique et commerciale depuis très longtemps, il y a une activité intellectuelle. C'est en Palestine, notamment à Jaffa, en 1908, vous avez énormément de journaux qui sont publiés et qui publient des articles du monde entier qui sont traduits. Il y a une élite administrative aussi qui a été formée dans plusieurs pays du monde. Bref, c'est un pays enfin une région, parce qu'à l'époque l'Empire ottoman règne toujours sur ces régions, mais qui a déjà ses spécificités et sa force et ses richesses. Et donc, ils vont élaborer ce que j'appelle le programme des 4D, à savoir d'abord élaborer l'idée il va falloir se débarrasser de la population. Et très tôt, le mouvement sioniste va commencer à réfléchir à une politique d'expulsion, de transfert, ce qu'ils vont appeler de transfert. Et quelques années plus tard, d'ailleurs, ils créeront le comité de transfert. Et puis, donc l'idée de la dispersion. Après, la deuxième étape, c'est la dépossession. Il faut déposséder cette population de sa terre, de ses biens, pour ne pas qu'elle revienne. Et puis après, le troisième D, c'est qu'on va dénier l'histoire de cette population. Et enfin, le dernier, ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est la disparition de la Palestine. Et ça, c'est organisé très très tôt. Aujourd'hui, on sait par les archives, vous savez, hier soir, je participais à un colloque avec l'Université de Nantes et j'ai parlé spécifiquement de la question des archives. La problématique qu'ont eu les Palestiniens de perdre leurs archives avec la disparition et la dispersion et la dépossession, puisque en chassant les Palestiniens, ils ont détruit, mais ils ont aussi confisqué énormément d'archives, de librairies, d'archives familiales. Et donc, il manque effectivement une partie énorme des archives qui racontent l'histoire de Palestine. Mais fort heureusement, nous avons d'autres ressources. D'abord, les archives, ce qu'on appelle diplomatiques, les archives présentes dans les différents pays qui avaient des consulats en Palestine. Et la France, souvent c'est méconnu, mais la France a eu un rôle très spécifique en Palestine, qu'elle continue normalement d'avoir, mais qu'elle ne joue plus aujourd'hui. À savoir, en tant que puissance catholique, la France a eu une place privilégiée déjà sous l'Empire ottoman, notamment avec l'accord de Mytilène, qui lui a accordé des privilèges en tant que puissance catholique et qui a eu une présence en Palestine historique, qui était une présence religieuse, mais aussi une présence commerciale, une présence médicale aussi, puisqu'il y a eu beaucoup d'hôpitaux français en Palestine, et donc des biens, des églises qui appartenaient et qui appartiennent toujours à la France. Donc les archives que nous avons, vous savez, dans chaque ville ou dans chaque pays, dans les principales villes où il y a des ambassades ou des consulats, il y a donc des archives qui sont rapatriées régulièrement en France. Donc vous avez une partie qui est à la Courneuve, non loin d'ici, mais une grande partie qui est à Nantes. Vous avez la même chose en Angleterre, vous avez la même chose aux États-Unis. Donc voilà, tous ces fonds permettent de reconstruire. Et puis il y a l'histoire orale aussi, qui est devenue scientifiquement valable. Et ça, c'est extrêmement fondamental que la mémoire soit dite et toutes les paroles qui sont recueillies. Et en fait, ce qui fait qu'aujourd'hui, quelque part, les sionistes puis les Israéliens ont perdu la bataille, parce que même s'ils ont confisqué, volé, aujourd'hui c'est peut-être l'histoire la plus répandue, c'est la plus connue, et d'autant plus depuis le génocide où on a vu les gens s'accaparer cette histoire dans des endroits qui n'avaient jamais ni manifesté ni parlé de cette question-là. Sandrine, oui, j'essaye un petit peu. Je voudrais juste poser une question. Je pense que beaucoup de gens se posent cette question. Pourquoi le choix de la Palestine pour ce projet sioniste ? Mais parce qu'en fait, c'est comme ils n'ont pas réussi ailleurs.
à attirer les Juifs, ils se sont dit qu'ils allaient aller sur le versant religieux, si tu veux. Mais au départ, ce n'était pas du tout la Palestine. Ils voulaient aller en Argentine. C'était beaucoup plus intéressant. Ils ont élaboré aussi un programme en Ouganda qu'ils ont continué après, parce qu'aujourd'hui, en Ouganda, il y a une relation très forte avec l'État d'Israël. C'est ça, oui, effectivement. Mais ce n'est que dans un deuxième temps qu'ils se sont tournés vers la Palestine. Et en réalité, si les Américains n'avaient pas fermé les frontières à l'immigration rouge, ce qu'on appelle de gauche, en 1924, parce qu'en fait, la majorité des Juifs qui quittaient l'Europe, en fait, ils allaient aux États-Unis. Oui, ils étaient plus attirés par le rêve américain. En fait, s'ils n'avaient pas fermé leurs frontières, probablement ça n'aurait pas fonctionné, le projet sioniste. Et c'est un concours. Il y a la fermeture des frontières vers les États-Unis. Il y a après, bien évidemment, la Deuxième Guerre va entraîner encore plus d'arrivées. Qui va pousser surtout. Qui va pousser, oui. Alors qu'en réalité... Ils ont poussé les Juifs à partir en Palestine. Oui. Même ceux qui ne voulaient pas y aller. Oui, tout à fait. On leur disait non, c'est pas possible, on n'irait pas ailleurs, quoi. Mais donc, c'est ça qui a fait que... Et en même temps, petit à petit, avec un soutien des dites grandes puissances, qui d'abord étaient la France et la Grande-Bretagne, et après les États-Unis et l'Union soviétique, qu'ils vont arriver jusqu'à aujourd'hui. Et cette aide se poursuit, on le voit, avec l'histoire du génocide. Et donc... tout ça pour dire, c'est que, en fait, ce qui est très intéressant de voir, vous avez 1897, vous avez ce fameux congrès à Bâle. Alors, c'est intéressant parce que Théodore Herzl, il est juif autrichien, il était journaliste, il assiste au procès des Dreyfus. C'est lui qui va imaginer le mouvement sioniste. En fait, c'est pas nouveau. Hein. Il s'inspire d'un mouvement chrétien qui existe déjà et qui est un mouvement d'évangélique et avec l'idée de l'Armageddon. Et donc, il va s'inspirer de ça et notamment pour avoir ces appuis-là qu'on a jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça, je vous dis, ce qui est intéressant, c'est de voir le fil continu dans cette histoire. Et puis, en fait, les Autrichiens, ça ne les intéresse pas. Donc, c'est pour ça qu'ils se retrouvent à faire le premier congrès sioniste à Bâle. Ensuite, il va louer le casino, en fait, pour pouvoir faire cette réunion. Et puis, 1917, vous avez donc la chute de l'Empire ottoman, l'armée britannique qui arrive sur la Palestine, notamment, qui prend la Palestine. Et l'armée, en fait, le gouvernement britannique va se servir, comme je vous ai dit, la France a un rôle particulier en Palestine. Si vous allez aujourd'hui sur le site du consulat général de France à Jérusalem, vous allez voir le rôle que la France doit jouer. En fait, elle est toujours considérée comme une puissance catholique. Vous savez, ça, peu de gens le savent. Le consul général de France officie dès son arrivée en poste à une messe dite consulaire au Saint-Sépulcre. Il siège à côté du prêtre qui va mener la cérémonie et à chaque grande fête religieuse, à Pâques, etc. Et dans le texte, vous verrez, c'est marqué que la France se doit de protéger les chrétiens de Palestine. L'a-t-elle fait jusque-là? Pas du tout. On le voit quand il y a eu les bombardements à Gaza sur les églises, quand il y a les attaques sur les différentes églises en Palestine, quand par exemple là, ils ont coupé les vivres, les Israéliens, sur l'église orthodoxe. Bref, c'est un rôle qu'elle est censée quand même jouer jusqu'à maintenant. Et puis, donc, 1917, ce qui s'est passé, c'est un point très important. Alors, je vais faire après un saut dans le temps. En 1915-1916, la France et la Grande-Bretagne vont se partager l'Empire ottoman lors de négociations secrètes, les accords Sykes-Picot. Et il faut savoir que les sionistes vont s'intégrer dans la commission via la délégation britannique. Et comme je vous ai dit, programme européen, colonial, ils sont exactement dans le même process. Et donc, ils vont faire leurs propres demandes. Ils vont demander, et la carte, elle est disponible dans les archives, ils vont demander toute la Palestine. Ils demandent tout le Liban, la moitié de la Syrie, la moitié du Sinaï, ce qu'on appelait la Transjordanie, qui est la Jordanie actuelle, et un morceau de l'Arabie saoudite. En face de chacune de ces régions, ils vont mettre les ressources qui étaient disponibles à l'époque. Ça peut être du charbon, ça peut être du fer, etc. Et donc, ils se retrouvent à faire ces demandes. Bien évidemment, les Français et les Britanniques vont refuser qu'ils demandent autant. Mais pourquoi les Britanniques vont soutenir le mouvement sioniste à ce moment-là? Parce qu'en fait, ils veulent la Palestine. Or, historiquement, comme je vous ai dit, et
géopolitiquement parlant, c'est plutôt la France qui semblait logique qu'elle soit prioritaire, entre guillemets, sur la Palestine dans ce projet colonial. Mais les Anglais, n'oubliez pas, ils sont l'Empire des Indes et il se trouve qu'il y a le chemin de fer qui passe depuis 1901 le long de la côte palestinienne et qui remonte via l'Irak et qui va vers l'Inde. Et donc, pour des raisons stratégiques, ils veulent absolument garder la Palestine. Et c'est comme ça qu'ils vont promettre au mouvement sioniste, dans des discussions secrètes, ils vont damer le pion aux Français. Et c'est comme ça que les Français vont se retrouver devant le fait accompli et que les sionistes vont vont être aidés par les Britanniques en particulier. 1917-1937, pendant ces 20 années, les Palestiniens n'auront de cesse de revendiquer leur droit à l'autodétermination. Ils ont été au courant dès le congrès de Bâle de ce qui se jouait sur la Palestine. Ils vont écrire d'ailleurs au sultan ottoman, qui lui-même va écrire à Herzl, qui va répondre donc en disant qu'ils ne veulent pas faire qu'ils ne veulent faire aucun mal à la population locale, mais qu'ils veulent au contraire coopérer, qu'ils vont ramener leur esprit financier et d'entreprise commerciale. Herzl l'écrit dans la lettre qu'il écrit au sultan ottoman. Et en réalité, sur le terrain, ce que voient les Palestiniens, c'est une dépossession progressive avec l'aide de la police britannique et des autorités militaires britanniques. Et donc explose la grande révolte de Palestine, 1935-1936, 6 mois de grève générale, 3 ans de manifestations. C'est ce qu'on a d'ailleurs appelé plus ou moins la première intifada. Et en fait, ce sera réprimé dans le sang. Les associations politiques font des revendications, elles ne sont pas entendues, il y a beaucoup de condamnations à mort. Les Anglais vont vraiment réprimer la résistance et la volonté palestinienne du droit à l'autodétermination légitime qui leur a été promise oralement, mais qui malheureusement ne sera jamais promise par écrit et suivie des faits. De 1937 à 1947, ces 10 ans, en fait, cette répression va permettre la finalité d'une première étape du mouvement sioniste, la prise d'une partie de la Palestine. Et donc c'est le plan de partage, le premier plan de partage qui a été élaboré en 1922 par le mouvement sioniste, mais qui n'était nullement une fin en soi, l'objectif étant, je vous rappelle le plan qu'ils ont demandé au départ, et quand vous allez regarder tous les conflits qu'il y a eu jusqu'à maintenant, on se rend bien compte qu'ils n'ont jamais oublié leur première demande. 1947, premier plan de partage. 1967, le programme avance. La guerre des 6 jours va permettre à Israël de multiplier par 4 son territoire. Donc ils vont prendre toute la Cisjordanie, Jérusalem-Est, Gaza, et puis ils vont également occuper le Golan. Vous savez, je vous ai dit, ils veulent la moitié. Ils vont occuper le Sinaï. Donc on continue sur cette marche territoriale. Et de 1967 à 1987, date de ce qu'on va appeler la première intifada. En fait, pendant ce temps, il va y avoir plusieurs guerres menées contre le Liban, pour prendre le Liban. Vous avez notamment en 78, et puis ça va se réitérer après en 2000, en 2006. Et aujourd'hui, en fait, on continue d'avoir une finalisation sur le territoire. Et pendant qu'en Palestine, on n'a jamais été aussi loin dans la mesure où ils ont eu finalement le soutien et l'autorisation pour la poursuite de la disparition de la Palestine avant de prendre le reste du territoire. Même si le Sinaï a été officiellement rendu en 1977 à l'Égypte, il faut savoir que les accords de Camp David, en réalité, n'ont jamais donné la souveraineté à nouveau à l'Égypte. Concrètement, c'est l'armée israélienne qui a la suprématie sur le Sinaï. Et on l'a vu au moment du génocide, du début du génocide, c'est Israël qui interdisait, en faisant une pression bien évidemment sur les Égyptiens, l'accès aux Palestiniens à l'aide ou même éventuellement la sortie. Donc on voit se dérouler jusqu'à aujourd'hui, donc 87, je vous l'ai dit, et puis en 2000, quand il y a eu la deuxième intifada, ça a été l'accélération. Cette fois,
Ça a permis de préparer, parce que Israël a un autre problème, c'est qu'ils ont 20% de leur population qui est d'origine palestinienne, qui sont ceux qui ont pu rester sur place, certains déplacés de leur maison, mais devenus avec un passeport israélien, donc une citoyenneté de 3e zone. Et donc, c'est un problème pour eux, ils l'ont écrit très tôt. En fait, dans les textes du comité de transfert, ils l'ont dit, il ne faudra jamais qu'il y ait plus de 20% de Palestiniens en Israël. Mais même 20%, ça devient trop pour eux. Et donc, c'est comme ça qu'ils ont élaboré en 2018 la loi sur l'État-nation qui donne un privilège à tous les niveaux des juifs sur les chrétiens et les musulmans qui peuvent être présents sur le territoire. Et ça va s'aggraver avec notamment le fait que les prisonniers palestiniens dans les prisons israéliennes peuvent, avec la peine de mort qui a été votée cette année, donc on est dans un état d'exceptionnalité qui va restreindre petit à petit toute possibilité pour les Palestiniens de réagir. Et le territoire qui se réduit. En Cisjordanie, aujourd'hui, c'est la poursuite de l'épuration ethnique qui se poursuit tous les jours. À Gaza, vous avez donc le génocide qui se poursuit. Jérusalem-Est, qui va être également, et qui commence à être la cible. Parce que vous savez, en coupant les vivres de l'Église orthodoxe, et en prenant les terres en ce moment en s'attaquant à l'Église orthodoxe, ils sont très très malins. Au Saint-Sépulcre, pour ceux et celles qui connaissent le Saint-Sépulcre, donc c'est une énorme église, un peu déconstruite, puisqu'il y a des morceaux d'église un peu partout. Vous avez une représentation de toutes les chrétientés du monde, même les Éthiopiens, etc. Et donc, il y a un partage des charges du Saint-Sépulcre par toutes les églises au prorata de leur importance. Les deux principales sont l'église grecque-orthodoxe et l'église catholique, et sur qui repose le plus, parce que ce sont les plus grosses communautés de chrétienté. En 2016, le gouvernement israélien a voulu taxer les églises de Palestine rétroactivement à 48. Ça a fait une levée de bouclier. Du coup, ils ont reculé. Mais moi, j'avais dit à l'époque, vous savez, quand Israël annonce un projet, le projet revient toujours. Et il est revenu d'une autre façon. Ils sont très malins. S'ils avaient taxé les catholiques, vous auriez le Vatican qui réagirait, et donc des puissances comme la France. En taxant les orthodoxes, les Grecs orthodoxes, aujourd'hui la Grèce est dans une pas très bonne posture. En plus, la Grèce est aujourd'hui complètement inféodée par Israël, dans le sens où il y a des accords qui ont été conclus qui fait qu'il y a de la coopération entre deux. Donc ils n'ont pas réagi quand ça s'est passé, alors que normalement, elles devraient réagir. Et donc, en faisant ça, ils vont rendre impossible la gestion commune du Saint-Sépulcre. Et à terme, ça veut dire qu'ils pourront faire main basse, en disant que, par exemple, le Saint-Sépulcre ne paye pas ses frais d'électricité, ses frais d'eau, des choses comme ça. C'est vraiment très, très, très bien vu, très malin. Et donc, on voit petit à petit que ce projet, il avance très rapidement, il est en accéléré. Mais pourquoi il est en accéléré ? Parce qu'en fait, Israël a échoué. Israël a perdu la guerre, Israël a perdu la bataille, Israël a perdu son projet. En 2019, j'accompagnais une délégation d'élus français en Palestine, et le consul général de France nous avait dit « Israël est face à un énorme problème. La loi sur l'État-nation de 2018 est aussi un aveu de faiblesse. » En 2019, pour la première fois, alors bien évidemment, ce n'était pas officiel, c'était officieux. Depuis 2 ans, Israël constatait qu'ils avaient plus de Juifs qui quittaient Israël que de Juifs qui venaient s'installer en Israël. 50 000 partant pour 15 000 entrants. Et donc, ce déficit amenait à la vraie question comment Israël allait pouvoir perdurer avec une population palestinienne toujours présente, et bien évidemment avec un accroissement normal, pas excessif, puisque comme toutes les populations, il y a moins d'enfants par famille, mais n'en demeure pas moins que les Palestiniens étaient toujours là.
Et donc, c'était un vrai problème. Et en sachant que dans les 15 000, la majorité des colons qui venaient s'installer, pour la première fois, parce que ce sont des Européens, c'était des Français. Non pas des Français religieux, pas du tout au départ, mais des Français qui vont se convertir, qui ont eu des problèmes économiques en France et qui vont se convertir, faire leur alia et puis profiter des avantages dans les colonies, c'est-à-dire ne pas payer les maisons, etc., au même tarif qu'en Israël. Donc il y a un contexte qui fait que quand le génocide arrive, en fait, il y a déjà eu énormément d'exactions contre la population palestinienne, beaucoup de violence. Même Haaretz a parlé de pogrom, en parlant de ce qui s'est passé à côté de Naplouse. Et donc, on sentait que de toute façon, ça allait exploser. Il y a l'autre problématique, c'est que Israël, certes, était en train de se dépeupler, mais la bombe à retardement, ce sont les colonies. Quand je suis allée en 2019, on a eu une réunion avec l'autorité palestinienne et ils nous ont dit qu'on en était à 811 000 colons. C'était les chiffres officiels israéliens en Cisjordanie. C'est-à-dire qu'Israël, les gens partent et les colonies se peuplent de gens qui sont fanatiques, qui sont armés, qui sont petit à petit incontrôlables. Donc il y a une forme d'autodestruction même pour Israël, au-delà de la destruction de la Palestine en elle-même. Et puis enfin, et je terminerai là-dessus pour après échanger avec vous, il y a un élément dont j'aime souvent parler énormément, c'est la question du vol des terres et la question du vol de l'alimentation et la question de la volonté du mouvement sioniste au départ de vouloir complètement transformer le paysage de la Palestine. Quand le mouvement sioniste a commencé à faire les syndicats, après les milices juives, après le comité de transfert en Palestine, ils ont également fait venir en 1925 Elwood Mead. Elwood Mead était un spécialiste de l'agriculture, des zones aquifères. C'était un Américain. Il a beaucoup participé en fait justement dans des projets contre les Indiens aux États-Unis, donc un très grand spécialiste de l'histoire coloniale et impériale également. En tant qu'acteur, je parle bien sûr, et il va visiter toute la Palestine. Il va faire un rapport qui est présent dans les archives, qui est extraordinaire parce qu'il ne rencontre pas un seul Palestinien, donc il va sillonner toute la Palestine, et il fait un rapport sur l'état de la faune, de la flore, des nappes phréatiques, de quel contrôle les sionistes vont devoir avoir sur l'eau. Et puis, l'objectif du mouvement sioniste, et ça c'est Idit Zertal qui le raconte très bien, c'est une historienne israélienne, le fait de rendre, vous savez, c'était tout le slogan d'ailleurs du colonialisme, c'est l'oriental, c'est le barbare, le non civilisé, et le juif doit venir en tant qu'homme blanc civilisé dans cet Orient barbare. Et donc, il faut aussi civiliser la nature. Et donc, ils ont élaboré l'idée qu'ils allaient planter énormément d'arbres. Vous savez, il y a un moment donné, au début du mouvement sioniste, il y a eu ces fameuses boîtes qui ont été mises partout, où les gens devaient mettre l'argent parce qu'on avait vendu l'idée d'un désert, alors que ce n'était pas un désert, mais c'était pour boiser le futur, ce qui allait devenir l'État d'Israël. Alors oui, ils ont, en détruisant les villages, les plus de 600 villages, en détruisant les terres, en détruisant l'agriculture pour pas que les Palestiniens reviennent prendre leur récolte, ils ont replanté des essences d'arbres, notamment beaucoup de pins, notamment dans la Galilée. Ils ont replanté des essences d'arbres qui sont pas du tout adaptées. Outre qu'elles dévorent l'eau, il y a des essences qui sont extrêmement acides, qui sont en train d'acidifier les sols. Et puis, il y a les pins, en fait, qui n'ont jamais trouvé leur place. En fait, il y a eu des études faites, et c'est très intéressant. Tous les ans, ces pins brûlent. Ils brûlent. Et en fait, le naturel revient, c'est-à-dire les essences naturelles reviennent après, plus tard. Et tout ce qui a été européen, qui a été amené par ce programme imaginé par Elwood Mead pour le mouvement sioniste, est en train de disparaître.
la vraie nature de la terre palestinienne revient. Et puis enfin, la question de la nourriture, vous savez, ils ont pris les falafels en disant que c'était à eux. Ils ont voulu prendre le hummus. Bon, le Liban est venu, parce que vous savez, on a des spécialités qui sont partagées avec la Syrie, le Liban, le Bilad et Sham. D'ailleurs, on pourra en reparler, la question des mots, comme le fait de dire Moyen-Orient, même si nous-mêmes on l'a utilisé, je refuse aujourd'hui de l'utiliser, on est le moyen au milieu de rien, en fait. C'est la vision coloniale de la géographie. Et donc, il y a le hummus, c'est sûr, il y a le falafel, il y a la figue de Barbarie, il y a la pastèque qu'ils ont voulu voler, également l'olivier qu'ils ont voulu voler, même s'ils les arrachent par centaines et par milliers. En réalité, petit à petit, ce qu'il vient faire, c'est que la culture de ce Bilad al-Sham est une culture forte qui aujourd'hui est reconnue comme telle. L'usurpation ne fonctionne plus. Et même s'ils ont essayé de voler des robes brodées comme celles que porte Abir après les accords d'Oslo, ils avaient été en Jordanie acheter des dizaines de robes pour faire des expositions en disant que c'était leur art. Aujourd'hui, les choses sont révélées. La Palestine a toujours été un révélateur de la question du droit international, mais pas que, des droits humains en général. La Palestine est un révélateur et le génocide a révélé les choses dans leur cruauté la plus crue. Et en fait, c'est ça. Donc aujourd'hui, c'est pas grave. Ils volent, mais les gens savent. Et l'histoire, les choses l'histoire sait raconter les choses. Et si le vainqueur, c'est toujours celui qui écrit l'histoire, aujourd'hui, on voit bien qui est en train d'écrire l'histoire. Et elle est portée par la jeunesse. Et c'est ça qui va être très intéressant, c'est de voir comment cette jeunesse s'est accaparée cette histoire finalement qui est pluriverselle, l'histoire de Palestine, parce qu'elle a en elle une histoire extraordinaire d'injustice massive et en même temps de révélation d'humanité extraordinaire. Et je vais laisser la parole pour les discussions. Excellent, merci beaucoup Sandrine, elle est plus que parfaite, on n'a qu'une envie, c'est de t'entendre parler, continuer. J'aurais bien aimé, mais on a un programme chargé, merci infiniment Sandrine. C'est très intéressant tout ce que tu racontes et tu relates l'histoire de la Palestine. En fait, Sandrine, c'est une historienne et écrivaine aussi. Elle a écrit un livre sur l'histoire occultée de la Palestine. C'est ça, Sandrine, le titre. Le livre, vous pouvez le trouver dans les librairies et surtout aussi à l'Institut du monde arabe, il me semble. Il a été publié quand, Sandrine, ton livre? En 2013, mais en fait, c'est un livre d'histoire de base, donc il est réédité il est réédité régulièrement, quoi. Mais surtout là, je viens de faire la préface d'un magnifique livre. J'ai aucun intérêt financier dedans puisque j'ai refusé d'être rémunérée, mais parce que pour moi, j'ai beaucoup travaillé sur les mouvements féministes en Palestine, les associations de femmes, et c'est un livre sur Karim Aboud, la première femme photographe du monde arabe qui était palestinienne, et je suis très fière d'avoir fait la préface de ce livre que je vous encourage à regarder au moins, parce qu'elle montre la Palestine entre 1920 et 1940, elle est décédée en 1940, et ça permet de voir, et surtout elle a eu une idée géniale. Elle avait 2 studios, mais elle avait mis une annonce dans les journaux, elle disait je peux venir chez vous tous les jours sauf le dimanche, parce qu'elle était chrétienne et donc elle était de repos le dimanche, et donc il y a des photos intimistes de la société palestinienne qui sont extraordinaires et vraiment très très fortes. Mais par contre, quand il y a eu la Nakba, elle avait un studio à Haïfa, et les photos ont été confisquées par un sioniste qui n'a jamais voulu les rendre à la famille, ni les vendre. Il y a eu des propositions d'achat. Donc aujourd'hui, les photos qu'on a, c'est qu'une partie de son œuvre. Donc, en fait, les collectionneurs, les gens tentent de trouver. Elle a fait beaucoup de cartes postales. Donc parfois, quand on trouve une carte postale et que c'est signé Karim Aboud, donc voilà, c'est précieux parce que malheureusement, toute une partie de son œuvre est encore dans les mains. On revient sur la question des archives dans les mains des sionistes. Moi, je voulais avoir votre avis sur le futur plutôt, et notamment avec les élections israéliennes qui ont lieu en fin d'année. Comment vous voyez les choses? Et selon vous, quelle est la solution éventuelle? Est-ce que la solution à 2 États, pour vous, c'est une option ou c'est complètement hors de propos? Voilà, on voudrait avoir votre sentiment sur le futur.
Alors, je suis historienne, donc normalement, moi, je travaille sur l'histoire, donc sur le passé, c'est très compliqué. Enfin, en tout cas, normalement, c'est très compliqué d'aujourd'hui de savoir. Je pense que c'est impossible de prédire l'avenir aujourd'hui. 2 États, c'est fini depuis très longtemps, c'est mort. Plus de 800 000 colons, ça c'est absurde. Ilan Pappé, il dit que l'État d'Israël a perdu et va disparaître parce que ce dont on parle peu, mais il y a beaucoup d'Israéliens qui ont quitté Israël depuis le début du génocide. Il y a certains chiffres qui circulent. Alors il faudra attendre, moi en tant qu'historienne, j'attends d'avoir de presque 1 million. Et en sachant que quand les Juifs viennent s'installer en Palestine, ils gardent toujours leur passeport d'origine. Donc ce n'est pas du tout un problème de partir et de s'installer ailleurs. Franchement, je ne suis pas capable aujourd'hui de vous dire, je crois que personne n'est capable de dire ce qui va se passer, aussi bien les élections israéliennes que les élections américaines d'ailleurs. Vous avez aujourd'hui aussi bien Netanyahou que M. Trump qui sont des personnages qui ne veulent pas quitter le pouvoir. Netanyahou, le jour où la guerre s'arrête, il va en prison concrètement, et c'est ce qui a été d'ailleurs sous-jacent derrière, avant le génocide, c'était qu'il était complètement décrié, rejeté par la population israélienne, pas du tout par rapport à la Palestine, mais par rapport à des questions internes à l'État d'Israël. Donc je suis aujourd'hui incapable de vous dire même ce qui va y arriver demain. Il y a des bombardements tous les jours à Gaza, personne n'en parle. Il y a des bombardements au Liban, personne n'en parle. Ils ont pris 25% du Liban, en fait. Ils sont à 14 km de Damas. Donc aujourd'hui, je ne suis pas en capacité de dire, je crois que personne n'est en capacité de dire ce qui va se passer. C'est très très difficile, on est dans un moment qui n'a jamais été vécu à ce degré-là. En fait, c'était quelque chose que j'avais prédit, entre guillemets, en disant, oui, on pouvait critiquer le droit international, ça c'est sûr, mais il faut savoir que le premier dossier qui a été créé par l'ONU en 1945, c'est le dossier de la Palestine. Enfin, au moment où l'ONU est créée, le premier dossier qui est sur la table, c'est le dossier de la Palestine. Comme quoi il portait en lui vraiment les signes de tout ce qui était du droit, de l'ordre du droit international, des valeurs universelles, des valeurs d'humanité, etc. Aujourd'hui, on voit bien que à partir du moment où il n'y a plus eu respect du droit international par les grandes puissances, et notamment la France, puisqu'on est en France, ça veut dire que ça va être l'ère des voyous. Et on est dans l'ère des voyous. Aujourd'hui, tout est autorisé. Il n'y a plus aucune limite. Donc franchement, je n'ai aucune idée de savoir comment on va évoluer. Je pense peut-être qu'on est à la fin de cet impérialisme et de ce capitalisme. Que ça se passe dans le chaos, ça se passe dans la violence. C'est toujours pareil quand un empire tombe. Combien de temps ça durera, je ne sais pas. Mais peut-être que je me trompe. C'est impossible de savoir. Bonjour, et puis merci pour ce que j'ai entendu. Moi, j'ai une question, puisque vous êtes historienne. Qu'est-ce qui s'est passé dans les pays alentours pour qu'aucun d'eux n'intervienne? Donc, bon, je sais qu'il y a des pays qui ont hébergé Arafat, mais avant lui déjà. Parce que ce qui se passe, ça a toujours été dans la violence, dans des crimes, dans des familles entières décimées, dans du vol. Et comment se fait-il que les pays alentours ne sont jamais intervenus depuis les années 1897, par exemple? D'abord, il faut savoir qu'en 1897, ces régions qui vont devenir des États après n'étaient pas indépendants. Ils se battaient pour leur autodétermination eux-mêmes. Donc, si vous voulez, ils ne pouvaient pas... Et puis, ils se sont battus aux côtés des Palestiniens, mais ils ne pouvaient pas faire plus que ce qu'ils faisaient déjà pour eux-mêmes, leur autodétermination. Après, je le redis, d'abord, les États arabes, ils avaient, ce qui allait devenir d'abord les États arabes, ils avaient chacun leurs agendas, ils avaient chacun leurs priorités, et même si ils ont participé aux différents conflits pour la Palestine,
ils ont également été sous contrainte, parce qu'il ne faut pas oublier que la colonisation ne s'est pas arrêtée du jour au lendemain. Et même si les mandats ont donné lieu à des indépendances d'État après, ils ont été sous influence de pays qui continuaient à être dominateurs. Comme j'ai dit, on est passé de la France à la Grande-Bretagne, après aux États-Unis, à l'Union soviétique et à d'autres pays, d'ailleurs, et la France toujours au Liban, en Syrie, voilà. Et donc, ils ont d'abord défendu leurs intérêts propres. Et puis, petit à petit, on a bien vu qu'émergeaient des États autocratiques et dictatoriaux dans le monde arabe. Et ces États dictatoriaux, l'émergence de l'organisation Libération de la Palestine, avec Ahmed el-Shoukairi d'abord, qui était un grand avocat palestinien. C'est lui qui a fondé l'OLP et qui a défendu la Palestine. Alors, il faut savoir qu'il a défendu la Palestine à l'ONU. En fait, il a été ambassadeur de Syrie à l'ONU, il a été ambassadeur d'Irak aussi, je crois. En fait, c'est comme la Palestine n'avait pas droit de citer, il a été, sous le nom de la Syrie ou de l'Irak, en fait, être le porte-parole de la Palestine. Et en fait, c'est avec l'assentiment aussi du pays qu'il représentait. Donc, il y a eu des choses qui ont été faites. Et petit à petit, la dictature, j'allais dire, a pris le dessus sur d'autres choses, d'autant que l'OLP a indiqué l'idée d'avoir un État, de créer un État laïque et démocratique. Il ne faut pas l'oublier, hein, c'était quand même le programme d'Arafat, du Fatah, et puis d'ailleurs qui a été stigmatisé comme un terroriste jusqu'à sa mort par assassinat probablement. Et donc, toute forme de résistance palestinienne était devenue dangereuse pour Israël, mais aussi pour ces dictatures arabes aussi. Et donc, ils ont eu chacun leurs agendas jusqu'à aujourd'hui. Et le fait qu'avec facilité, ils aient signé les accords d'Abraham, parce qu'il y a eu des pressions, parce qu'ils ont des accords économiques et financiers. N'oublions pas, on est dans un système capitaliste et les États du monde arabe, majoritairement, sont soit dominés, l'Égypte et la Jordanie sont dépendants de l'aide américaine. Vraiment. Par contre, les pays du Golfe, ils sont eux-mêmes extrêmement puissants et ils ont des accords économiques avec les grandes puissances comme Israël, comme les États-Unis. Et donc, ce qui fait qu'ils n'avaient aucunement l'intention de soutenir ou d'aider la Palestine. Mais je le redis, c'est une responsabilité d'abord européenne et occidentale. C'est vrai que les États arabes auraient dû, ils ont une lâcheté et une responsabilité en tant que voisins, j'allais dire, mais en réalité, la responsabilité première, c'est à l'Europe et aux États-Unis qu'elle incombe. Et je souhaite aussi juste interpeller Sandrine sur son travail. On aimerait bien que tu nous parles de ton travail de recherche et d'archives, tout ce que tu as fait comme travail avec Maryse Gargour, qui est une cinéaste palestinienne. Vous avez fait quand même 2 films, toutes les deux, ensemble, ou 3, même plusieurs. Si tu peux juste donner peut-être quelques mots sur les films pour encourager le public aussi de chercher et voir ces films-là, que je vous vraiment conseille vivement de les voir. S'il te plaît. Maryse Gargour est donc une réalisatrice d'origine palestinienne également et avec qui on travaille. Moi, je travaille comme collaboratrice historique depuis longtemps. Entre autres, c'est marrant parce que je l'ai montré encore hier pour une séance universitaire. Il y a La Terre par l'arabe qu'on avait fait, qui est disponible sur YouTube maintenant, qui est un film extrêmement fort parce que justement on parlait de la question des archives et on a trouvé des archives filmiques et des archives qu'on a utilisées diplomatiques et des témoignages. Donc vraiment, comment on raconte l'histoire. C'est un livre sacré, je veux dire, comme la Bible ou le Coran, un livre que chaque Palestinien doit garder chez lui. Mais ce film est extrêmement fort. Et donc je vous invite à le regarder puisque au début on devait faire un film, enfin on avait pensé, vous savez dans les archives il y a plein de dossiers, c'est marqué terrorisme juif. Et en fait, en tirant le film, c'était la question du transfert. Comment ils avaient imaginé faire partir la population, donc chasser la population palestinienne. Donc après, on a fait un autre film. Alors c'était une histoire incroyable, c'est À la rencontre d'un pays perdu. Oui. Je faisais une conférence devant des gens qui n'ont rien à voir avec la Palestine. C'était des femmes chefs d'entreprise, entrepreneuses. Et à la fin, j'avais montré La Terre par l'arabe. Et à la fin de la conférence, il y a une dame qui vient me voir. Elle me dit « Je suis Marie-France, je suis née à Jaffa.
Marie-France Bourreau, vous avez peut-être entendu parler de mon père, c'était le docteur Bourreau, le chef de l'hôpital français de Jaffa. Et je lui ai dit, ben oui, parce que les archives diplomatiques, c'est un peu ma deuxième maison. Et j'ai appelé Maryse et je lui dis, j'ai rencontré Marie-France Bourreau et elle tombe à la renverse. Elle me dit, c'est son père qui m'a mise au monde. Ah oui. C'est incroyable. Et là, j'ai commencé à faire des recherches et en fait, j'ai trouvé d'autres personnes. Et en fait, ce sont des familles françaises, certaines depuis 4 générations nées en Palestine, qui se sont connues enfants et on les a remis ensemble. Ils sont retournés en Palestine et ils ont été témoins de la Nakba. Oui. Et ils racontent comment ça a été. Ouais. Et le dernier qu'on a fait, c'est A Talk with Remarkable People. C'est en fait, on a voulu aller plus au fond sur la question de l'impérialisme et du colonialisme. On est allé rencontrer Hélène Agopian, qui est professeure émérite aux États-Unis. On a rencontré Noam Chomsky. On a fait parler Edward Said post-mortem, et où on questionne vraiment ces notions, et c'est tellement d'actualité aujourd'hui. Donc voilà, en fait, le film est aussi un très bon moyen de faire passer l'histoire. C'est très beau, et c'est vrai que ça nous apprend beaucoup de choses, et c'est tout un travail énorme, et un travail de recherche et de réalisation ensemble. Pour poursuivre par rapport au soutien à la Palestine, je voulais savoir, selon vous, ce qui peut expliquer que aujourd'hui les 2 pays qui sont vraiment des soutiens solides pour la Palestine sont l'Algérie et l'Iran. Est-ce que vous pouvez... Alors l'Iran n'est pas du tout un soutien par la Palestine. Ça, c'est ce que les Occidentaux veulent vous faire croire. L'Iran n'a jamais été un soutien. L'Iran, en fait, c'est dans la rhétorique. Mais concrètement, l'Iran n'a jamais aidé la Palestine. En fait, ça, c'est, vous savez, il y a le niveau de ce que les médias finissent. Aujourd'hui, la propagande est plus forte que les faits. Ça, c'est clair. L'Iran n'a jamais été un soutien pour la Palestine. Jamais. Dans la rhétorique, mais uniquement dans la rhétorique. L'Iran défend aujourd'hui le Liban parce qu'il y a une grande partie de la population libanaise qui est chiite. En Palestine, il n'y a pas de chiites, ce sont des sunnites. Ou très peu, très très peu. Et d'ailleurs, la Palestine a été le refuge du mouvement Baha'i, qui était persécuté par l'Iran. Et le centre spirituel des Baha'i est à Haïfa, jusqu'à aujourd'hui. Mais c'était bien avant 1948, c'est-à-dire avant la création de l'État d'Israël. Donc non, l'Iran n'est pas du tout un appui. Et puis après, l'Algérie, oui, parce qu'il y a toujours eu un lien sur l'indépendance et l'autodétermination algérienne et palestinienne. Il faut savoir que le Hajj Amin al-Husseini, qui a été un très grand conseiller de la France, très apprécié par la France, là aussi, il ne faut pas écouter la propagande sioniste, la France a toujours considéré que c'était quelqu'un de très fin, et surtout c'est qu'il avait l'oreille des mouvements d'indépendance algérienne. Et donc ils ont beaucoup discuté avec le Hajj Amin al-Husseini pour qu'il soit le négociateur, l'intermédiaire avec les mouvements, parce qu'il y avait en fait les mouvements d'indépendance algériens ont beaucoup pris modèle sur la Palestine. En fait, ça a beaucoup nourri. Et il y avait un lien historique. D'ailleurs, il y a des travaux qui vont sortir sur les Algériens ayant vécu en Palestine. Et notamment un lien par rapport à la religion, mais pas que. En fait, il y a toujours eu une histoire. Le Hay Abou Mediane, en fait, Abou Mediane, qui était comme un saint algérien à Tlemcen, il avait acheté des biens à Jérusalem pour permettre de loger gratuitement les pèlerins qui viendraient faire le pèlerinage à Jérusalem. Mais il avait fait la même chose à Haïfa, il avait fait la même chose à Jaffa. Et donc, il y a d'ailleurs un plat qu'on a en Palestine qui s'appelle al-Moghrabiye, qui est en fait pas du tout... c'est une transformation du couscous, mais qui n'était pas... En fait, ça n'a plus rien à voir avec le couscous, ça ne ressemble pas. Mais c'est une réadaptation du couscous façon palestinienne. Donc il y a une histoire avec l'Algérie, mais l'Iran, non. L'Iran n'a absolument pas un soutien. Merci infiniment, Sandrine. Merci, Rabir. Je suis obligée de respecter un planning et timing. C'était super. Ravie de t'avoir avec nous. Merci pour votre écoute et merci à la ville de Bobigny d'accueillir ce festival magnifique. On vous donne rendez-vous dans une demi-heure avec la troupe Al-Quds.